Bonjour à tous, bienvenue dans notre magazine Express-Orient. Au programme cette semaine, les séquelles de la ville de Palmyre, reprise aux mains de l'organisation de l'État islamique après 10 mois d'occupation. La cité antique n'a pas été épargnée, mais ce sont surtout les habitants qui ont souffert des exactions. Malgré la guerre et le chaos qui règne, le régime Assad organise des élections législatives le 13 avril prochain. Un scrutin qui ne suscite que très peu d'intérêt au sein de la population. Enfin, on se rendra en Égypte où un médicament, le tramadol, est utilisé comme une drogue par de plus en plus de jeunes. Ses effets sont dévastateurs, un véritable problème de société dans le pays. L'accord Union européenne-Turquie a commencé à être mis en œuvre. Conclu le 18 mars dernier, il prévoit le renvoi en Turquie de toute personne arrivée clandestinement en Grèce après le 20 mars, quelle que soit sa nationalité. En contrepartie, pour chaque Syrien renvoyé, un autre sera accueilli dans l'UE depuis le territoire turc dans la limite de 72 000 personnes. Un accord controversé qui inquiète les ONG de défense des droits de l'homme. En Syrie, les troupes du régime Assad poursuivent leur progression avec l'appui de l'aviation russe. Après Palmyre, l'armée a repris Al-Qaryatayn, l'un des derniers fiefs de l'organisation de l'État islamique dans la province de Homs. À Palmyre, après 10 mois de présence, les dégâts sont très nombreux, tant sur les monuments de la cité antique que dans le cœur des habitants traumatisés par 10 mois de terreur. Voyez ce reportage de nos confrères de France 2. La bataille de Palmyre est terminée depuis 7 jours, mais au pied de la citadelle, la ville vit toujours au rythme des explosions. Toutes les avenues, tous les bâtiments officiels ont été piégés par le groupe État islamique. Plusieurs milliers de mines disséminées partout dans la cité. C'est une bombe artisanale qu'on a désamorcée. Elle était sous la route. Ici, juste à côté, on n'a pas pu les neutraliser. Il a fallu qu'on les fasse sauter. Les soldats syriens ratissent tous les bâtiments. Dans celui-ci, ils ont découvert cet atelier de fabrication de mines artisanales. C'est un laboratoire chimique et tout ce qu'il faut pour confectionner des détonateurs. De l'acétone, de l'acide, des fioles pour procéder au mélange. Il y a aussi tout ce matériel électrique, ces câbles qui servaient à déclencher l'explosion. Les djihadistes ont abandonné des registres que nous parcourons. L'état civil, combien de femmes il a. Dans certains calepins, les noms de 3 combattants français qui sont passés par la ville. Un autre document recense les dernières recrues. 19 ans, 17 ans, 19 ans. Les plus jeunes ont à peine 14 ans. Et puis il y a ces listes. Ce sont les documents du tribunal islamique. Bagarre, vol, désobéissance. Toutes les condamnations sont recensées. Ici, un homme qui fumait une cigarette a pris 15 jours de prison. Ce tribunal, le voici. Il était de loin le bâtiment le plus craint par les habitants. Cet homme nous conduit au sous-sol transformé en prison. Dénoncé par ses voisins parce qu'il travaillait pour la mairie, il y a été incarcéré 15 jours. On était 100 dans cette cellule. Sur les murs, des dizaines de noms, comme un testament, une trace laissée par ceux qui craignaient que leur corps ne disparaisse à jamais. Lui a finalement été libéré pour faire de la place à d'autres. Beaucoup n'ont pas eu cette chance. Mohamed Saleh s'est enfui quelques heures avant l'arrivée des djihadistes. Son fils, lui, n'a pas voulu s'y résoudre. Il leur a dit « Je n'ai rien à me reprocher. Palmyre, c'est ma ville, je l'aime. » Ils lui ont répondu « On ne te laissera pas le plaisir d'être exécuté ici. » Ils l'ont conduit dans la ville d'à côté et ils l'ont abattu là-bas. Ils ont filmé l'exécution et ils l'ont mis sur Internet. Combien d'habitants ont subi le même sort? Au nord de la ville, les soldats syriens ont découvert un charnier. Ici, on a trouvé 5 hommes, 7 femmes, 8 enfants et un nourrisson de 6 mois. Ils étaient tous enterrés les uns sur les autres. La quarantaine de cadavres auraient été transférés à l'hôpital militaire de Homs. Impossible pour nous de dire qui est responsable de ce massacre. Mais certaines sources, y compris proches de l'opposition, estiment la version du régime plausible. Selon elles, près de 300 personnes auraient été exécutées à Palmyre durant l'occupation de la ville par le groupe État islamique.
Malgré les combats qui se poursuivent et le chaos qui règne dans tout le pays, le régime compte bien tenir des élections législatives le 13 avril prochain. Un scrutin jugé irréaliste et prématuré par la communauté internationale et qui suscite très peu d'intérêt auprès de la population syrienne. Inès Olagaray. Dans les rues de Damas, difficile d'échapper aux affiches de campagne qui envahissent les murs et aux larges banderoles étendues entre les immeubles. Plus de 11 300 candidats sont en lice pour les législatives syriennes. Un nombre inédit, salué par le président Bachar al-Assad, mais qui laisse indifférents les habitants peu enthousiastes à l'approche du scrutin. Je n'ai jamais voté et je ne voterai jamais, car ni les députés qui sont en poste, ni les prochains ne feront quelque chose pour moi. C'est chacun pour soi. Au début, ils nous font de grandes promesses, et une fois élus, ils ne nous adressent plus la parole. Je n'ai jamais voté car mon vote ne change rien et ça ne fera aucune différence pour la prochaine élection. Malgré les combats, le régime assure que le vote se déroulera dans tout le pays, sauf dans les provinces d'Idleb et de Raqqa, contrôlées par le Front al-Nosra et par l'organisation de l'État islamique. Dans la totalité des autres provinces, il y a des bureaux de vote. Il y a des provinces qui ont des problèmes particuliers, donc nous avons mis en place des bureaux dans des régions sûres. À Kamishli, par exemple, cette base militaire tenue par le régime recevra les électeurs. Une perspective vue d'un très mauvais œil par les responsables locaux de cette région kurde, qui a proclamé son autonomie le 17 mars. Étant donné la situation du pays et les négociations en cours à Genève pour la recherche pacifique d'une sortie de crise, cela montre que le régime est totalement coupé de la réalité. Aux côtés du régime syrien, l'allié russe soutient la tenue de ces élections et estime qu'elles n'entravent pas le processus de paix. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie plaide lui pour des élections législatives et présidentielles d'ici 18 mois et sous l'égide des Nations Unies. Direction maintenant l'Égypte où pour échapper au quotidien difficile, de plus en plus de jeunes abusent d'un médicament, le tramadol, un analgésique dérivé de l'opium. Depuis la Révolution, sa consommation a littéralement explosé et ses effets sont dévastateurs. Reportage de nos correspondants au Caire, Assia Chiab et Éric Delavarenne. Au centre de lutte anti-drogue du Caire, des psychologues se relayent jour et nuit pour répondre aux drogués qui souhaitent s'en sortir. Plus d'un appel sur deux concerne la même addiction. Le tramadol est un antidouleur aux effets euphorisants. Depuis peu, c'est devenu la drogue la plus courante en Égypte, devant le cannabis. C'est très populaire chez les ouvriers et les manutentionnaires. Ils pensent que ça leur donne plus de force pour travailler et ils supportent mieux le travail. Ils peuvent rester éveillés 24 heures et gagner ainsi plus d'argent. Et les étudiants disent qu'ils peuvent étudier plus longtemps. Mais les effets secondaires du tramadol sont redoutables et après l'euphorie viennent les troubles psychiques. Sa vente est maintenant très réglementée. Officiellement, il n'est plus délivré dans les pharmacies privées et sa possession est illégale. On peut le trouver dans quelques pharmacies qui sont autorisées à vendre ces médicaments, mais elles sont très rares en Égypte. Vous pouvez vous en procurer avec tous les trafiquants de drogue. Ceux qui vendent de la cocaïne vendent aussi du tramadol. Malgré une répression accrue, le tramadol et ses génériques sont toujours importés illégalement d'Inde et de Chine. Sa consommation est très répandue dans les classes populaires, mais également dans le reste de la société, chez les jeunes et les cadres. Il est aussi censé améliorer l'endurance sexuelle. Mais la dépendance est très forte et pour les nombreux Égyptiens qui succombent à cette drogue, la chute est rude. Dans ce centre de réhabilitation à 100 km du Caire, 80% des patients sont des anciens consommateurs de tramadol. Mina et Andrew ont tous deux commencé très jeunes, dès 14 ans. J'ai grandi dans un quartier où tout le monde se droguait. On y est exposé et j'ai voulu essayer. Ça a provoqué chez moi une attitude autodestructrice. Je ne me supportais plus. J'étais devenu un paria, plus personne ne voulait me voir. La plupart restent 6 mois dans le centre. Réapprendre à vivre sans drogue est un véritable défi. Et le fléau ne montre pas de signe de faiblesse. Pour ce psychiatre, l'explosion de la consommation de tramadol est liée à plusieurs facteurs.
Beaucoup de gens prennent du tramadol parce qu'ils voient ça comme un médicament et pas une drogue. Ça n'est pas haram, interdit par la religion. Et son prix est très bas comparé à celui du hashish ou de l'héroïne. La mauvaise situation politique et économique est aussi à l'origine d'un recours accru aux drogues dans cette Égypte post-révolution où stress et dépression ont pris de l'ampleur. C'est la fin de ce magazine. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.france24.com. Restez avec nous sur France 24.